Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier le thème du chômage. Commençons par une définition. Selon le Bureau international du travail, est chômeur toute personne de plus de 15 ans qui remplit les 3 critères suivants: être sans travail, être disponible pour travailler et rechercher activement un emploi. Notons que les chômeurs font partie de la population active. En France, la mesure du chômage nous est donnée par l'INSEE qui calcule la population sans emploi à la recherche d'un emploi. Ainsi, en septembre 2017, le taux de chômage est de 9,2% de la population active. Par ailleurs, Pôle emploi publie le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois, soit 3 475 000 à septembre 2017. On note une très légère diminution sur un an du taux de chômage de la catégorie A. Le taux de chômage correspond au ratio chômeur sur population active, tandis que le taux d'emploi correspond au ratio population active sur population en âge de travailler. Il est de 64% en France. Pôle emploi regroupe les demandeurs d'emploi en 5 catégories. La catégorie A regroupe les personnes sans emploi effectuant des actes positifs de recherche d'emploi, tandis que la catégorie D regroupe les personnes actuellement en stage ou en formation. Notons ici qu'il est difficile de bien délimiter la frontière entre activité et chômage. Ainsi, certaines personnes peuvent avoir un temps de travail réduit volontairement ou involontairement. D'autres, découragées, ne plus effectuer d'actes de recherche par exemple. On parle alors de halo autour du chômage. Le niveau du chômage est très dépendant de l'activité économique. Ainsi, la période de croissance qui accompagne la formation de la bulle Internet se traduit par une forte diminution du chômage en France, tandis que la période de la crise des subprimes se traduit par une très nette dégradation du niveau du chômage. Observons ici le profil du chômeur. Il faut tout d'abord noter une très forte reprise du chômage entre 2008 et 2013. La tranche d'âge des jeunes est la plus concernée avec un taux moyen actuel autour de 22%. Les personnes non ou peu diplômées sont davantage concernées, ainsi que les ouvriers et les employés. Enfin, les régions nord, centre et sud-est connaissent des taux de chômage entre 11 et 15%. À l'échelle de l'Europe, en août 2017, les pays ayant les taux de chômage les plus bas sont le Royaume-Uni avec 4,3%, l'Allemagne 3,7% ou encore la République tchèque ou la Pologne. À l'opposé, Espagne, Italie ou Grèce ont les taux de chômage les plus élevés. Abordons maintenant le chômage sous l'angle théorique. Dans l'analyse keynésienne, l'explication du chômage provient du marché des biens et des services. La demande adressée aux entreprises est insuffisante et ne permet pas de générer suffisamment d'emplois. On parle alors de chômage conjoncturel et le chômage est qualifié d'involontaire. À l'opposé, les libéraux situent l'explication du chômage sur le marché du travail. Pour eux, il existe des dysfonctionnements sur le marché du travail et les salaires sont très rigides. Le chômage est donc structurel. Pour les néoclassiques, le chômage est même volontaire, puisque les chômeurs ne souhaitent pas travailler au niveau du salaire d'équilibre. Il peut être frictionnel, c'est-à-dire lié au délai d'ajustement entre deux emplois. Approfondissons les théories. Pour Friedman, il existe un taux de chômage d'équilibre ou taux de chômage naturel, le NAIRU, le Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, qui serait la somme du chômage frictionnel et du chômage structurel. Pour lui, vouloir diminuer ce taux de chômage risque de conduire à un surcroît d'inflation. La courbe de Beveridge montre qu'il existe une relation inverse entre taux de chômage et taux d'emploi vacant. Ainsi, lorsque le taux de chômage est très élevé, il n'existe quasiment plus d'emplois vacants. Par ailleurs, elle fait aussi apparaître des difficultés d'appariement, à savoir un taux de chômage important alors qu'il existe pour autant des emplois vacants. Peut-on considérer l'État comme en partie responsable du chômage? L'analyse libérale le prétend, du fait d'un niveau trop élevé du salaire minimum qui exclut deux profils de l'accès à l'emploi, les jeunes et les moins qualifiés, du fait également du niveau trop généreux des prestations sociales, du fait de l'importance des charges sociales et de la fiscalité, du manque de flexibilité du marché du travail, d'une législation du travail jugée trop restrictive, et enfin du fait du poids des syndicats et de la négociation collective
imposant la négociation à l'échelle de la branche et non de chaque entreprise. Pour rappel, nous allons revoir l'influence du salaire minimum sur le marché du travail dans l'analyse libérale. Au point d'intersection, le salaire a permis l'équilibre sur le marché du travail et il n'y a pas de chômage. L'instauration d'un salaire minimum au-delà du point d'équilibre entraîne deux conséquences. D'une part, la diminution de la quantité demandée par les entreprises, d'autre part, l'augmentation de l'offre de travail de la part des ménages. L'excès de l'offre sur la demande explique en partie le chômage dans la vision libérale. Les libéraux critiquent par ailleurs les conditions du chômage. Notons ici que la durée minimum pour en bénéficier, la durée d'indemnisation, le plafond maximum sont des données très différentes entre les 5 pays observés. Dans les années 70, Edmond Malinvaud cherche à concilier l'analyse classique et l'analyse keynésienne du chômage. Il s'agit de la théorie du déséquilibre. Pour lui, les salaires sont fixes, l'ajustement se fait donc par les quantités. L'équilibre ou le déséquilibre sur un marché va donc affecter les autres marchés. Ainsi, une personne au chômage va forcément diminuer sa consommation. On passe ainsi du marché du travail au marché des biens et des services. Selon lui, une situation de chômage classique peut évoluer vers du chômage keynésien. Il est donc nécessaire de mener des politiques mixtes à la fois pour soutenir l'offre et répondre au chômage classique, et pour soutenir la demande et répondre au chômage keynésien. Les théories de la nouvelle microéconomie du travail cherchent à expliquer la persistance du chômage. Elles mettent surtout l'accent sur les rigidités à la baisse des salaires. Expliquons le principe du salaire de réservation. Un individu peut être parfaitement rationnel et préférer rester au chômage car il se fixe un salaire de réservation, salaire en dessous duquel il n'est pas prêt à aller travailler. En général, le salaire versé par l'entreprise est supérieur à ce salaire de réservation. Dans la théorie du job search, le chômage est assimilé à une activité de prospection. Le chômage peut donc être parfaitement volontaire le temps de la prospection, et sa durée peut varier en fonction de l'indemnisation dans chaque pays. On peut encore relier la théorie du capital humain et celle du job search en mettant en avant que les personnes les plus diplômées souhaitent valoriser leurs investissements dans les études en recherchant l'emploi optimal. Il s'agit alors d'un chômage volontaire. La théorie du salaire d'efficience apparaît dans les années 80. Elle vient inverser la vision néoclassique qui mettait en avant que le salaire dépend de la productivité. Pour eux, l'efficience du salarié dépend du salaire. Ainsi, toute entreprise peut avoir un intérêt à verser de bons salaires au-delà du salaire d'équilibre, et ce pour plusieurs raisons. Une meilleure productivité des salariés, pour éviter le turnover et les coûts induits par la formation, pour éviter que des salaires faibles n'attirent les moins productifs, parce qu'un salaire élevé va dissuader les individus de tirer au flanc. Tout ceci peut expliquer la persistance d'un chômage de longue durée. La théorie des contrats implicites a été développée au milieu des années 70. Elle part du principe que les salaires fluctuent beaucoup moins que l'emploi et que l'ajustement sur le marché du travail s'opère surtout par l'emploi. En fait, contrairement à la vision néoclassique, les salaires sont rigides du fait d'une forme de contrat implicite entre employeurs et salariés, ceci afin de limiter l'incertitude et le risque des deux partenaires. Ainsi, en période de récession, le salarié limite le risque d'une perte de salaire, alors qu'en période de croissance, il accepte de bénéficier d'une moindre part des gains de productivité. De son côté, par le contrat, l'entreprise limite le risque du départ du salarié et des coûts liés au turnover. Cette viscosité des prix sur le marché du travail, cette rigidité à la baisse des salaires, explique donc le chômage de longue durée. La théorie Insiders-Outsiders met l'accent sur le fait que l'entreprise subit des coûts de rotation de la main-d'œuvre du fait de dépenses de formation et des indemnités de licenciement. Ces coûts permettent donc aux salariés déjà en place, qu'on peut appeler les insiders, d'exiger un salaire supérieur au salaire d'équilibre, sans grande crainte d'être licenciés. Par ailleurs, ces mêmes insiders ont les moyens de réduire la productivité d'un outsider qui viendrait d'être embauché. La substitution n'est alors pas forcément rentable pour l'entreprise.
Pour ces auteurs, le chômage est la conséquence d'un rapport de force entre deux catégories de salariés. Il y a comme une barrière à l'entrée pour les outsiders, parallèlement à une rigidité du salaire à la baisse. La théorie de la segmentation a été développée en 1971. Elle met en avant des salariés sur deux marchés différents, un marché primaire ou interne, avec des salariés très protégés du fait d'un emploi stable, bien rémunéré avec des perspectives de carrière. Parallèlement, on retrouve un marché secondaire ou externe que les entreprises vont utiliser au gré de la conjoncture économique. Elles vont ainsi mobiliser toutes les formes de contrats à disposition, CDD, temps partiel ou intérim notamment. On voit ici que le marché secondaire n'est là que pour assurer la flexibilité de l'entreprise. Peut-on considérer que le commerce international a sa part de responsabilité dans le chômage des pays occidentaux ? Selon Krugman, le commerce international détruit des emplois peu qualifiés dans les pays industrialisés. Selon Roderick, l'ouverture au commerce mondial avec des pays à très bas salaire entraîne une précarisation du marché du travail dans nos pays occidentaux et un accroissement des inégalités. Enfin, pour Maurice Allais, il est nécessaire de taxer les pays qui tirent un avantage compétitif du dumping social. Peut-on également considérer le progrès technique comme responsable du chômage ? Pour l'économiste américain Krugman, la baisse de la demande de travail non qualifié est due au progrès technique. La robotisation, l'automatisation des chaînes de production suppriment les postes les moins qualifiés. Les nouvelles technologies de l'information sont complémentaires du travail qualifié, donc ne le suppriment pas, mais substituables au travail non qualifié. La théorie du chômage d'équilibre, le modèle DMP du nom des trois auteurs, permet d'évaluer les effets des politiques structurelles et de s'interroger sur le bon fonctionnement du marché du travail. Les auteurs souhaitent rompre avec l'analyse néoclassique, jugée trop irréaliste, et retiennent comme hypothèse des agents rationnels avec un comportement optimisateur, de nombreuses interactions stratégiques entre salariés et employeurs, et soulignent les très nombreuses imperfections du marché du travail, notamment les difficultés d'appariement, les coûts de transaction et encore les asymétries d'information. Pour eux, l'intervention publique est nécessaire car le taux de chômage d'équilibre est sous-optimal. Pour autant, les taxes, subventions, allocations, salaire minimum, qualité du mécanisme d'appariement vont influencer en retour le taux de chômage d'équilibre. Comment sont fixés les salaires ? S'agit-il d'un pouvoir unilatéral de la firme ou de jeux non coopératifs entre employeurs et salariés compte tenu de pouvoirs de négociation respectifs ? Dans tous les cas, il ne s'agit sûrement pas du jeu de l'offre et de la demande tel qu'il est décrit dans la vision néoclassique. Le pouvoir de négociation des salariés dépend notamment de la difficulté de l'entreprise à le remplacer, de la facilité pour lui à trouver un nouvel emploi, de la nature de son emploi et son niveau de qualification, et bien sûr du taux de chômage dans l'économie. Ce pouvoir de négociation aboutit à un salaire d'équilibre supérieur au salaire de réservation et contribue ainsi à générer un chômage persistant et à long terme. Quels instruments de régulation mettre en place sur le marché du travail ? On sait que toute diminution du chômage induit des coûts de transaction de plus en plus élevés qui vont peser sur la compétitivité des entreprises. Aussi, comment faire coïncider taux de chômage effectif et taux de chômage optimal ? Par quelles mesures publiques ? Peut-on envisager la fiscalité du travail avec une progressivité de la taxation des salaires qui va entraîner une baisse du coût du travail et sera donc favorable à l'emploi ? Ou une protection des emplois en alourdissant le coût des licenciements qui sont considérés comme source d'externalités négatives pour la société, c'est l'avis de Blanchard, Tirole ou Cahuc notamment, par la taxation des contrats courts ou encore par les subventions à l'emploi. Quel lien peut-on établir entre la croissance et l'emploi ? La croissance permet de diminuer le chômage, c'est le principe de la loi d'Okuhn. L'étude porte ici sur le cas des États-Unis entre 1947 et 2002. Pour le cas de la France, le taux de croissance nécessaire pour stabiliser le chômage est d'environ 1,5%. Revenons quelques années en arrière sur la décennie 1980-1990. Le taux de croissance nécessaire pour stabiliser le chômage français se situait environ à 5% par an. Sur la période 1990-2010, ce taux est ramené à environ 2%.
L'explication est essentiellement le ralentissement des gains de productivité. Quelle politique de lutte mettre en place contre le chômage? Pour les libéraux, la politique de lutte passe par la mise en place de réformes structurelles, une déréglementation du marché du travail, davantage de flexibilité pour gagner en compétitivité. Pour les keynésiens, il convient de relancer la demande grâce aux politiques monétaires, budgétaires notamment, par des transferts sociaux, la fiscalité, par de l'investissement public, par une hausse des salaires ou encore un partage du travail. Quelles actions ont été mises en place pour endiguer la montée du chômage? Le chômage se développe nettement en France à partir des années 70, notamment du fait des conséquences des 2 chocs pétroliers. On se contente alors de politiques dites passives de l'emploi qui passent par une réduction du nombre d'actifs, notamment l'allongement de la scolarité des plus jeunes, par un départ en retraite des aînés et par l'indemnisation du chômage. Face à la persistance du chômage, il a fallu mettre en place des politiques dites actives. Celles-ci se sont traduites par des exonérations fiscales et sociales partielles sous Balladur, par la création des emplois jeunes sous Jospin, le partage du travail avec la réforme des 35 heures en 2000 sous Martine Aubry, par davantage de flexibilité salariale, notamment l'annualisation du temps de travail, également par la création des emplois d'avenir, les contrats de génération, et puis de manière plus proche, le crédit d'impôt compétitivité emploi depuis 2013, le pacte de responsabilité et dernièrement, la loi travail. Il est toujours très difficile de mesurer l'impact des politiques publiques de l'emploi dans la mesure où il existe des effets d'aubaine de la part des entreprises qui, alors qu'elles allaient de toute façon effectuer l'embauche, ont préféré attendre. Le chômage a évolué et parallèlement de nouvelles formes d'emploi sont apparues. Du fait des mutations sectorielles, le contenu de la croissance en emploi a changé, entraînant d'une part un ralentissement des gains de productivité, une stagnation du pouvoir d'achat et un glissement du chômage de masse vers un chômage d'exclusion, notamment sur la période 2005-2007, juste avant la crise des subprimes. Parallèlement, on observe des changements dans la nature des emplois créés. De nouvelles formes d'emploi, NFE, apparaissent, nous éloignant de la norme classique de l'emploi, temps complet, contrat à durée indéterminée, employeur unique, au profit de contrats atypiques, CDD, temps partiel subi, générant plus de précarité. Terminons ce thème par l'analyse d'un double besoin, celui de flexibilité pour l'entreprise, celui de sécurité pour le salarié. L'entreprise est demandeuse de flexibilité. On peut distinguer 4 formes. Tout d'abord, la flexibilité quantitative externe, qui doit permettre d'embaucher aisément en cas de surcroît de travail et de bénéficier de procédures de licenciement simplifiées. La flexibilité quantitative interne, qui doit permettre un ajustement du travail en fonction des besoins. Celle-ci passe par l'annualisation du temps de travail. La flexibilité fonctionnelle, qui signifie la polyvalence des salariés, et la flexibilité salariale. Les salariés sont quant à eux demandeurs de sécurité que l'on peut décliner également de 4 façons. La sécurité de l'emploi, celle-ci apparaît comme un concept vieillissant puisqu'elle signifierait un emploi à vie dans la même entreprise. On lui préfère la sécurité d'emploi et d'employabilité qui passe par la formation et la reconstruction de compétences tout au long de la carrière. La sécurité de revenus en cas de maladie, de chômage, et la sécurité de conciliation avec l'idée de concilier vie privée et vie professionnelle. L'objectif est double, il s'agit à la fois de sécuriser les trajectoires professionnelles de chacun et d'apporter davantage de flexibilité à l'entreprise. Cette combinaison du terme flexibilité et sécurité prend le nom de flexicurité. Elle se traduit par une relativement faible protection de l'emploi, une indemnisation du chômage correcte, une politique de l'emploi très active et s'approche du modèle du Danemark. Voilà, nous avons terminé ce thème un peu long et plus théorique. Vous retrouvez ici les ressources à disposition, l'adresse mail pour me contacter sur l'Académie de Nantes, le blog avec les QCM en ligne et les 2 chaînes YouTube Gestion et Économie.